tumeurs bénignes du pancréas, moi je voudrais me focaliser sur les diagnostics les plus fréquents. Le cystadénome séreux, c'est un problème fréquent, vous allez voir quelle est notre approche. Le pseudokyste, je ne vais pas vous en parler, mais pour les plus jeunes, retenez, il n'est pas toujours très facile de faire le diagnostic différentiel entre un pseudokyste et un cystadénome mucineux, mais je ne pourrai pas traiter ce point. Et le problème des tumeurs bénignes, c'est qu'une partie de ces tumeurs bénignes ont un potentiel malin. C'est le cas du cystadénome mucineux, des TIPNP et des tumeurs endocrines qui se présentent au départ sous un aspect histologiquement, cliniquement rassurant, sous forme bénigne, mais dont on devine que certaines ont la possibilité d'évoluer défavorablement. Et dans les tumeurs à potentiel malin, eh bien, on est obligé, entre guillemets, de faire de la chirurgie préventive et des pancréatectomies préventives, ce qui en soi pose plusieurs questions. Alors, c'est devenu un volet important de la chirurgie pancréatique. Ces lésions bénignes à potentiel malin, c'est, selon les études, selon les centres, 30 à 50% des indications de pancréatectomie. Nous, c'est la moitié de notre activité, alors probablement parce qu'il y a un biais, hein, ça fait partie un peu de nos dadas, entre guillemets, mais c'est une tendance générale et c'est particulièrement vrai pour des lésions qui sont situées à gauche. Alors, pour deux raisons, à mon avis. Premièrement, parce que le cystadénome mucineux de la femme est quelque chose qui est quasiment toujours situé dans la partie gauche du pancréas. Et peut-être aussi parce que certains chirurgiens se posent moins de questions quand la lésion est à gauche, parce que les exérèses gauches sont réputés plus faciles que les exérèses droites, ce qui est vrai. Et alors là vraiment, la tendance des 15 ou 20 dernières années, c'est l'incidentalome, ces tumeurs de découverte fortuite, qui sont souvent des tumeurs gentilles, mais ces tumeurs gentilles ne sont pas toutes gentilles tout le temps, et donc il faut affiner le diagnostic, et donc de temps en temps, et même souvent, on propose une pancréatectomie préventive sur de bons arguments à des patients qui ne se plaignent de rien, ou qui ont une comorbidité qui a justifié l'examen qui a permis de découvrir la dite lésion pancréatique. Alors le cystadénome séreux, j'en parle un peu parce que je trouve que c'est un excellent cas d'école. On fait le diagnostic assez facilement dans 3/4 des cas. Donc cet aspect en nid d'abeille avec les calcifications centrales et la lésion polylobée. Alors ça dégénère quasiment jamais. Il y a le spectre de la dégénérescence qui traîne dans la littérature. Il doit y avoir 20 cas. Il y a des chirurgiens nord-américains qui veulent, à mon avis, un peu garder des parts de marché qui décrivent des formes localement agressives. Je ne suis pas certain que ce soit convaincant. Et puis, on sait qu'en les laissant en place, on prend un risque quand même assez modéré sur l'augmentation de taille, sur l'apparition de symptômes. Vous voyez que quand ça grossit, les cystadénomes séreux, en dehors de cette étude très alarmiste qui vient de Boston, eh bien vous voyez que ça prend à peu près 2 mm par an, donc 2 mm par an chez quelqu'un qui a 65 ou 70 ans, parce que c'est en général des tumeurs de la deuxième moitié de la vie, les cystadénomes séreux. Bon, on n'est pas très inquiet. Alors il y a des cas un petit peu plus difficiles, et donc le cas difficile, c'est la forme macro. Le premier cas difficile, c'est la forme macrokystique, mais avec un petit peu de sémiologie radiologique fine, en particulier le caractère polylobé, on peut déjà évoquer le diagnostic. Et puis il y a la forme trompeuse, la forme solide. La forme solide, on peut la confondre avec une tumeur endocrine, et comme vous l'a dit Laurent Palazzo, eh ben, il ne faut pas hésiter à multiplier les examens et aller jusqu'à un examen potentiellement agressif, même s'il est exceptionnellement, qui est l'échoendoscopie avec ponction. On voit les microkystes, on ponctionne le liquide, on trouve un taux d'ACE extrêmement bas, et on fait une biopsie, et on a un aspect histologique qui est souvent caractéristique. Et les risques du cystadénome séreux, finalement, c'est pas tellement le risque de dégénérescence, parce que dans la grande série multicentrique qu'a corrigé Philippe Lévy l'année dernière, c'est 1 pour 1000 le risque de dégénérescence. Le risque de compression biliaire, qui pose des vrais problèmes jusqu'au décès par angiocolie, c'est exceptionnel. Donc le risque du cystadénome séreux principal, c'est de tomber sur un chirurgien qui va vous l'opérer en disant « je ne sais pas bien ce que c'est le principal motif d'intervention, je ne sais pas bien ce que c'est alors que le bilan préopératoire est minimaliste,
qui ne comprend dans la majorité des cas qu'un seul examen, un scanner ou IRM, et la mortalité de la chirurgie, eh bien, elle est supérieure à la mortalité liée à la maladie elle-même. Et donc, pour le système séreux, il faut faire, si on veut s'en sortir, et c'est pas très compliqué, il faut faire comme s'il dégénérerait jamais, mais il faut surtout se donner les moyens d'en faire le diagnostic, et donc une fois que vous avez fait le diagnostic, eh bien, vous pouvez prendre une décision non opératoire de façon éclairée. Le mucineux, c'est autre chose. Le mucineux, ça peut dégénérer dans un pourcentage de cas qui est chiffré dans la littérature aux alentours de 25-30%. C'est probablement un petit peu majoré parce qu'on se base sur les séries chirurgicales. Et donc, on peut imaginer que si on prend tous les mucineux qu'on diagnostiquerait de façon fortuite dans la nature, en les rajoutant à ces séries chirurgicales, le risque, c'est probablement inférieur. Alors, tous les mucineux ne dégénèrent pas. Ce sont en fait les gros mucineux qui font plus de 3 à 5 cm, on va retenir 4 pour faire simple. Ce sont les mucineux de plus de 4 cm qui dégénèrent, et il y a une étude qui a associé l'absence de nodules muraux pour être certain que ces mucineux-là étaient exempts de tout risque de dégénérescence. Alors ça, c'est important, parce que même si on a envie d'opérer les mucineux, parce que c'est souvent des femmes assez jeunes ou jeunes, ce sont des localisations gauches, et bien de temps en temps, on tombe sur des gens qui n'est pas facile d'opérer. Et chez un malade qui n'est pas facile d'opérer, on peut surveiller ses lésions si elles font moins de 4 cm et si le contenu est tout à fait rassurant. Et puis si on prend la décision de les opérer, eh bien avec l'analyse du contenu, on peut choisir entre chirurgie conservatrice où on n'enlèverait que le mucineux et une chirurgie radicale où on enlèverait un mucineux dégénéré. Donc voilà des exemples de mucineux tout à fait rassurants, avec vous voyez, des parois qui sont régulières, il n'y a pas de nodules, et bien ceux-là ils sont accessibles à un geste simple, conservateur, ou alors même une surveillance s'il y a un risque opératoire élevé. En revanche, dès que vous voyez le moindre nodule qui ressemble à une dégénérescence débutante, eh bien il faut faire simple, c'est-à-dire il faut faire de la chirurgie carcinologique, c'est-à-dire une splénopancréatectomie gauche. Ensuite, la TIPMP. Alors, la TIPMP, énormément de choses tournent autour de la classification topographique. Existe-t-il ou non une atteinte du canal pancréatique principal? Pourquoi? Eh bien parce que si on n'a pas le risque de dégénérescence invasive, c'est 17% versus 44% quand il y a une atteinte du canal principal. Alors, ces chiffres sont probablement un petit peu exagérés parce qu'ils sont issus de séries chirurgicales. Donc on peut essayer de reconstituer l'histoire naturelle de cette maladie en incluant les événements qui se sont passés avant l'indication chirurgicale, c'est-à-dire au moment du diagnostic, au moment du suivi. C'est le travail qu'avait fait Philippe Lévy il y a quelques années, et on retombe à peu près sur la même différence. Le risque de dégénérescence à 5 ans, lorsque l'atteinte est limitée au canaux secondaire, c'est 15%. Lorsqu'il y a une atteinte du canal principal, c'est 55%. Donc là, pour l'instant, on opère tout le monde ou presque, et dans les cas d'atteinte limitée au canaux secondaire, eh bien, on fait de la chirurgie des indications sélectives. Donc on se base sur l'atteinte ou non du canal principal, et force est de reconnaître que l'IRM est un examen de débrouillage extrêmement utile maintenant dans la prise en charge des TIPMP. Et on se fie aussi à ces critères, qui sont les critères définis par les 2 conférences de consensus, donc je vous ai mis maintenant les critères de 2012. Worrisome features, ça veut dire patients qui sont susceptibles dans un avenir proche d'être opérés, de mal tourner entre guillemets, parce qu'ils ont des canaux secondaires de plus de 3 cm, ils ont un canal principal entre 5 et 9 mm, ils ont quelques symptômes mineurs, ils ont fait une pancréatite aiguë. Ils ont des nodules, mais qui pour l'instant ne sont pas inquiétants. Ils ont quelques cellules mucineuses en cytologie. En revanche, vous avez les patients qu'il faut opérer vite, parce qu'ils ont un vrai cancer, jusqu'à preuve du contraire. Ce sont les patients qui ont un ictère, un gros canal principal à plus de 10 mm, des nodules d'aspect méchant, une cytologie franchement positive. Et à ces critères, qui globalement sont simples, on peut en rajouter des encore plus simples, c'est une élévation des marqueurs sériques. Et avec ces critères, qui certainement vont être réévalués dans le temps, eh bien, on arrive de mieux en mieux à discriminer l'attitude à adopter, surveillance armée exérèse limitée versus exérèse carcinologique.
Et je pense, je ne dis pas ça parce que Laurent Palazzo est là, mais je pense que dans l'avenir, on va s'intéresser de plus en plus dans les TIPMP des canaux secondaires à ce qu'il y a à l'intérieur des canaux secondaires. On va regarder de plus en plus attentivement les nodules muraux, la taille des nodules muraux, parce que vous voyez qu'en fonction de l'épaisseur de ces nodules muraux, eh bien, on arrive à prédire le risque de malignité, et que vous voyez qu'en dessous de 3 mm, il n'y a pas beaucoup de danger, et qu'en revanche, à partir de 7 mm, le danger peut être considéré comme imminent. Et puis on s'intéressera peut-être à des choses que pour l'instant on fait à mon avis pas assez, c'est-à-dire des mesures d'ACE dans le liquide intracystique, et qu'on associe la taille et l'ACE, eh bien on obtient 4 groupes de patients, mais vous voyez qu'il y a quand même 2 groupes où on a une excellente valeur prédictive positive pour les diagnostics de cancer, puisque dans ce groupe-là, ils sont tous cancéreux, ou une excellente valeur prédictive négative pour l'absence de cancer. Et voilà, je pense que l'avenir est à une analyse de plus en plus détaillée du contenu des canaux secondaires pour les TIPMP C2. Maintenant, les TE, l'insulinome, c'est l'archétype de la lésion bénigne par excellence. Là. Cette étiquette biologique donne une signature histologique qui est bonne dans 90 à 95% des cas. Donc ça, c'est des patients qui est très facile de manager avec une chirurgie qui ont quand même globalement d'excellents services. Ce qui est un petit peu plus dur, ce sont les tumeurs non fonctionnelles. Tumeurs non fonctionnelles qui sont souvent des incidentalomes. Vous voyez que ces tumeurs ont un comportement histologique qui est quand même nettement différent en fonction de la taille. Je vous ai mis ici ce qu'on trouve dans la littérature. Le seuil le plus souvent utilisé, c'est 2 cm. Mais certains chirurgiens discutent ce seuil. Il est peut-être à 15 mm, il sera peut-être à 17 mm dans 3 ans, j'en sais rien. Mais grosso modo, on est aux alentours de 2 cm. Vous voyez que lorsque ces lésions font moins de 2 cm, elles sont associées à une extension ganglionnaire ou métastatique, essentiellement ganglionnaire dans 10% des cas, et qu'au-dessus de 2 cm, vous voyez, cette extension, cette preuve d'agressivité, elle est beaucoup plus fréquente. On a quelques renseignements concernant le grade, mais ils sont moins intéressants, et surtout, le grade G2 est quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être démembré. Il y a des faibles G2 qui ont un comportement, qui sont fréquents et qui ont un comportement qui s'apparente au J1. Il n'est pas tout à fait exclu qu'un jour la limite entre J1 et G2 soit déplacée. Et il y a autre chose qui est important aussi en termes de détermination de l'attitude à adopter du pronostic, c'est la présentation. Parce que quand les patients ont une découverte fortuite, le pronostic après exérèse est différent. Pourquoi? Parce que sur le plan histologique, ce sont des lésions qui se présentent également de façon plus favorable. Ça, c'est notre expérience. Mais il y a la même chose dans d'autres séries de la littérature. Alors, pour ces tumeurs qui sont globalement, pour l'essentiel, plutôt sympas, c'est-à-dire que sympa en ce sens qu'elles sont responsables de beaucoup moins de décès que l'adénocarcinome, on a eu juste pendant plusieurs années que 2 opérations à proposer, qui étaient l'exérèse droite et l'exérèse gauche. La mortalité de la DPC reste relativement élevée. La DPC, ça réduit pas mal de troubles fonctionnels digestifs. La pancréatectomie gauche, c'est moins létal, mais ça donne un peu de diabète. Et ces 2 interventions, DPC et pancréatectomie gauche, donnent du diabète avec une prévalence qui augmente avec le temps. C'est ce que suggère cette série qui vient de Vérone. Et donc, la consultation de chirurgie, exérèse préventive d'une tumeur à potentiel malin, vous êtes obligé d'afficher un risque de diabète de 20-30% à 3 ou 4 ans, ce qui en général enchante pas énormément les malades. Et c'est la raison pour laquelle certains chirurgiens ont développé des pancréatectomies qui épargnent le parenchyme et qui sont principalement l'énucléation et la pancréatectomie centrale. L'énucléation, c'est un dénoyautage de la lésion en passant au contact de la lésion. La pancréatectomie centrale, ce sont pour les tumeurs du milieu du pancréas, et c'est une alternative à la pancréatectomie gauche. C'est une intervention qui comporte un temps de dissection vasculaire qui est relativement important. Il y a d'autres exérèses sur lesquelles je passe, et ces exérèses d'épargne parenchymateuse peuvent maintenant être faites par laparoscopie, y compris la pancréatectomie médiane,
qui, dans notre expérience maintenant, est faite avec des résultats équivalents à la voie open. Et on a maintenant un petit peu plus de 25 malades depuis cette publication de l'année dernière. Alors on ne peut pas faire ça à tout le monde, hein, ces interventions. On ne peut faire ça qu'aux patients qui remplissent certaines conditions anatomiques. Il faut que la lésion, pour l'énucléation, il faut que la lésion soit très légèrement à distance du canal de Wirsung, il ne faut pas qu'elle soit au contact. Et donc l'imagerie, l'IRM, l'écho-endoscopie, puis aussi le chirurgien avec l'échographie péropératoire doit être certain que la tumeur ne touche pas le canal principal. Ici c'est une TE, vous voyez, il y a une petite bande de parenchyme, on peut énucléer. C'est une autre TE avec un déplacement, une compression du Wirsung. Ça, ce n'est pas énucléable. Et ces énucléations, elles sont associées à... ce sont en fait, en général, souvent une alternative qu'on développe particulièrement dans les lésions de la tête. Vous voyez que 50% des énucléations qu'on a faites ont été faites pour des lésions céphaliques chez des patients chez qui on trouvait que la DPC était un petit peu excessive. La mortalité est faible, c'est de l'ordre du %. Il y a pas mal de complications, pas mal de fistules pancréatiques qui peuvent traîner, grapper ou éventuellement un peu secouer le malade, grade C. Mais tout le monde a à peu près les mêmes résultats, 1% de mortalité, un tiers de fistule, très peu de récidive tumorale si l'indication est bien posée, et un taux de diabète induit par la chirurgie extrêmement faible. Et donc, pour que le taux de diabète soit le plus faible, il faut s'éloigner du Wirsung, et ça, maintenant, il y a des papiers qui sont très bien faits, dont un de la région ouest, de CHU de la région ouest, un papier allemand, qui nous disent que 2 à 3 mm, c'est quelque chose qui minimise, 2 à 3 mm de marge, c'est quelque chose qui minimise ce risque de fistule pancréatique. Et en revanche, dans les localisations céphaliques, on pousse un peu son talent, on se rapproche du Wirsung, et c'est comme ça que nous, on interprète nos résultats, parce qu'on a quand même beaucoup de fistules pour les localisations céphaliques, où il y a d'ailleurs dans la tête des canaux accessoires, comme le Santorini ou le canal du crochet, que de temps en temps, on doit abîmer assez sérieusement. Pancréatectomie centrale, ce sont pour des tumeurs qui sont au milieu du pancréas, c'est-à-dire à gauche de l'artère gastro-duodénale, qu'il faut repérer. Il ne faut pas que cette lésion soit énucléable, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit au contact du canal de Wirsung. Et puis il faut qu'il reste un peu de pancréas distal à préserver, c'est-à-dire qu'il faut que l'anastomose soit justifiée, l'anastomose du pancréas gauche soit justifiée par la préservation de suffisamment de parenchyme, et on estime que la longueur qui est suffisante, nécessaire, c'est de l'ordre de 6 à 7 cm. Alors c'est une assez grosse opération, la pancréatectomie centrale. Le concept est génial, mais les résultats sont un petit peu moins séduisants. Nous, on a 3% de mortalité, alors que c'est une intervention qu'on fait à des patients qui normalement n'ont pas de cancer. On a pas mal de complications. On en a fait un peu trop dans des indications un peu trop larges. On a tendance à les restreindre depuis pour essayer d'avoir des résultats qui soient un petit peu plus présentables. Je vais simplement vous montrer ce qui justifie la pancréatectomie centrale. Eh bien, c'est ça. C'est la qualité de la préservation de la fonction pancréatique. La pancréatectomie centrale n'entraîne une insuffisance endocrine que dans 5% des cas versus 24% des cas dans cette grande revue de la littérature, et l'insuffisance exocrine, qui est un petit peu plus facile à traiter, elle est également moins fréquente. Alors, simplement des cas particuliers maintenant. Pancréatectomie pour cystadénome séreux, vous avez compris qu'il faut éviter d'en faire. Donc, vous voyez, c'est moins de 1% de nos indications de pancréatectomie, parce que dès qu'on voit quelque chose qui ressemble à un séreux, on pousse une investigation. Et puis, de temps en temps, on voit quelque chose qui ressemble à des gros séreux. Eh bien, des gros séreux macrodystiques, on les fenêtre sous célioscopie maintenant, parce que ça peut être très volumineux, extrêmement gênant. Et plutôt que de faire une exérèse, on pense que la fenestration est une alternative. Quand on arrive à faire le diagnostic avec un fort degré de certitude, eh bien, on se permet de faire ça. Le mucineux, ça marche très très bien, l'énucléation pour mucineux. On n'a qu'une seule récidive, et c'est une lésion en prenant le compte rendu opératoire. L'énucléation s'était mal passée techniquement. Et il y a d'autres séries de la littérature qui donnent les mêmes résultats. Pour les TIPMP, eh bien, la topographie des lésions fait que dans 2 tiers des cas, l'intervention qui est faite chez les patients qui ont des TIPMP, c'est la DPC. Et
on trouve que la DPC pour une tumeur d'un canal secondaire du crochet découverte fortuite, c'est un traitement lourd. Et dans certains cas, localisation dans le crochet, mais même ailleurs, on essaye de faire des énucléations. Il y a certaines contraintes techniques, mais c'est faisable. Il y a plus rarement des formes qui sont strictement limitées au milieu du pancréas. Et dans ces cas-là, on fait une pancréatectomie médiane. Et même si on enlève moins de pancréas, on a l'impression que le risque de récidive à distance, ça c'est une survie sans récidive en tenant compte des malades opérés et non opérés, eh bien, vous voyez qu'à 5 ans et à 10 ans, on a des taux qui sont tout à fait satisfaisants et qui correspondent à ce qu'on trouve dans la littérature après DPC ou pancréatectomie gauche. Et puis pour les tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles, eh bien, on a comparé nos patients qui avaient eu des résections limitées aux patients qui avaient eu des exérèses classiques. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes patients, c'est rétrospectif, c'est truffé de biais, mais globalement, on a un taux de récidive qui est de l'ordre de 5 à 10%, et donc on est assez content de ces interventions. Donc voilà mes conclusions. Quelles indications de chirurgie avec préservation parenchymateuse pour ces lésions bénignes? Eh bien, c'est l'insulinome, les petites tumeurs de moins de 2 cm si le bilan d'extension est négatif, les mycineux de moins de 4 cm sans nodule, les petites TIPNP également sans nodule, avec des contraintes anatomiques, je n'avais pas la place de mettre sur cette ligne. Il faut qu'on ait la certitude que la lésion n'est pas invasive, et on a surtout tendance à proposer ça aux des patients qui ont des incidentalomes. On fait ça à des patients qui sont en bonne forme, parce que vous voyez que la morbidité post-op n'est pas si basse que ça. Et la prévention du diabète, ça nous paraît justifié, surtout si le patient a par ailleurs une espérance de vie importante. Donc c'est plutôt des gens jeunes à qui il faut faire ça. Il faut donc un bilan préopératoire très complet. Il faut une échopérope et une histologie extracoronée pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Objectif mortalité nulle, on n'y est pas encore, mais on y travaille. Survie sans récidive, quelle que soit l'indication, on peut tabler sur 85-90% de survie sans récidive à 5 ans. Et un risque d'insuffisance pancréatique de moins de 5%, qui nous paraît correct pour ces lésions. Je vous remercie.